Bonsoir chers compatriotes, de Kinshasa à Goma, de Lubumbashi à Mbandaka. C'est un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Inside News RDC. En cette fin d'année, alors que les cœurs aspirent à la paix et à la sérénité, la quête de vérité et de clarté dans l'actualité de notre nation devient plus impérieuse que jamais. Car c'est dans la compréhension des défis que nous puisons la force de construire un avenir meilleur. Ce soir, nous ouvrons 3 dossiers d'une importance capitale pour la cohésion et la sécurité de notre République. D'abord, une crise institutionnelle sans précédent. Nous analyserons la suspension du porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge, après des propos qui ont profondément ébranlé la nation et provoqué une onde de choc jusqu'à la télévision nationale. Ensuite, une menace qui grandit aux portes de la capitale. Les FARDC qualifient désormais le mouvement Mobondo de rébellion et pointent du doigt de troublantes complicités politiques au plus haut niveau. Enfin, nous irons dans l'Est où la guerre ne connaît pas de trêve. Entre une victoire militaire significative à Massissi, l'assassinat d'un journaliste à Bunia et un appel pressant à l'Union africaine, nous ferons le point sur une crise qui refuse de s'éteindre. Bienvenue dans Inside News RDC. Les événements de ce jour touchent au cœur même de l'État, à ses fondations, à sa parole publique et à sa cohésion. Ils impliquent nos plus hautes institutions militaires et médiatiques, révélant des lignes de fracture qui exigent une vigilance citoyenne et une responsabilité institutionnelle sans faille. Ces dossiers ne sont pas de simples faits divers. Ils sont le miroir des tensions profondes qui traversent notre pays. Ce lundi 29 décembre 2025 restera marqué par une double sanction au sommet de la communication officielle de l'État. Le général-major Sylvain Ekenge, visage médiatique des FARDC, a été suspendu de ses fonctions de porte-parole. Dans la foulée, la RTNC a pris une mesure similaire en suspendant son directeur des informations TV par intérim, Oscar Mbalkanich. La justification officielle de ces mesures est sans équivoque. Le samedi 27 décembre, sur les antennes de la télévision nationale, le général Ekenge a tenu des propos jugés discriminatoires envers la communauté Tutsi. Il a évoqué un prétendu stratagème de suprématie par les procréations, des mots qui ont immédiatement enflammé le débat public. L'état-major général des FARDC a réagi fermement dans un communiqué, affirmant que ce propos ne reflète en rien la position officielle du pays, ni celle du commandant suprême des FARDC, ni celle du gouvernement. Ces déclarations ont provoqué une vague d'indignation immédiate, de la diplomatie à la société civile, en passant par les organisations de défense des droits humains. Selon l'agence congolaise de presse, ces propos ont été rapidement récupérés par des officiels rwandais pour les utiliser contre la RDC dans un contexte de tension extrême avec Kigali. Cette affaire révèle un décalage flagrant entre la parole d'un haut gradé et la ligne officielle du président Félix Tshisekedi, qui a toujours combattu toute forme de discrimination et appelé à l'unité nationale. Au-delà des suspensions, qui sont un premier signal, des questions fondamentales se posent. Quelles mesures concrètes seront prises pour s'assurer que l'armée et les médias publics ne deviennent jamais des vecteurs de haine? Comment garantir que le discours officiel d'unité nationale prôné par le chef de l'État soit respecté et appliqué à tous les échelons du pouvoir? Cette crise de confiance au sein de nos institutions intervient au moment même où une menace sécuritaire grandissante se solidifie aux portes de notre capitale. Ce qui était considéré comme une milice communautaire est désormais officiellement une menace rebelle. Lors d'un briefing de presse à Kikwit, ce dimanche 28 décembre 2025, les forces armées de la RDC ont annoncé la requalification du mouvement Mobondo en groupe armé à neutraliser. Cette décision n'est pas sémantique, elle est le reflet d'une escalade alarmante sur le terrain. Pour justifier ce changement de statut, le capitaine Anthony Moulalouchaï, porte-parole des opérations dans la région, a présenté des preuves tangibles. Un arsenal de guerre saisi lors des récents affrontements, comprenant 29 armes de calibre 12
et 6 fusils d'assaut AK-47. Le bilan humain est également lourd. 15 miliciens et 5 soldats FARDC ont été tués au village Bolingo, tandis qu'à Nkana, 24 personnes, dont un militaire, ont été tuées dans des attaques attribuées au groupe. Mais la réalité du terrain et les accusations de l'armée sont encore plus explosives. Les Mobondo ont rebaptisé le plateau de Bateke en plateau Lunda, chassant les populations autochtones de leurs terres ancestrales. Plus grave encore, le capitaine Moualouchaï a formulé une accusation d'une gravité exceptionnelle. La majorité de gens qui sont derrière Mobondo sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux, et la nuit, ce sont eux qui commandent les Mobondo. Il ajoute que des miliciens capturés ont cité des noms. Cette déclaration soulève des interrogations vertigineuses. Si l'armée détient des noms de responsables politiques impliqués dans cette rébellion, pourquoi les enquêtes n'ont-elles pas encore abouti à des arrestations publiques et exemplaires? Comment un mouvement peut-il s'organiser, s'armer et opérer en rébellion si près de la capitale, sans de puissants et nombreux soutiens au sein même de l'appareil d'État? Et pendant que l'appareil d'État est soupçonné de nourrir une rébellion à l'ouest, il est engagé dans une guerre existentielle à l'est, un conflit où chaque jour apporte son lot de victoires fragiles et de tragédies humaines. La journée de ce lundi 29 décembre 2025 dans l'est du pays est un résumé tragique de la complexité de cette crise. Un mélange de succès tactiques, de violence aveugle et d'appels diplomatiques. D'un côté, les FARDC annoncent avoir repris le contrôle de Katoyi dans le territoire de Massissi, une localité stratégique occupée par les rebelles du M23 depuis mi-novembre. De l'autre, la corporation des journalistes est en deuil après l'assassinat brutal de Thierry Banga Lolé de la RTNC Bunia à son domicile. Au même moment, à Addis Abeba, la RDC exhorte l'Union africaine à passer de la retenue à l'action. Ces trois faits, en apparence distincts, sont intimement liés. La reprise de Katoyi est une victoire militaire indéniable, avec la capture de 28 combattants M23 et la récupération de 12 armes. Cependant, l'assassinat d'un journaliste, le 12e tué dans notre pays entre 2019 et 2025, selon le dernier rapport de Journalistes en danger, illustre la persistance d'une culture de la violence ciblée et d'une impunité endémique qui mine tous les efforts de paix. Sur le front diplomatique, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikumba Wagner, a de nouveau dénoncé devant l'Union africaine les violations flagrantes de l'accord de Washington par le Rwanda et l'AFC M23, rappelant que l'escalade récente a provoqué plus de 500 000 nouveaux déplacés. La RDC demande des sanctions et des mesures dissuasives crédibles. Les questions restent lancinantes. Chaque localité reprise est une victoire. Mais comment briser le cycle infernal de la violence si les assassins de journalistes, de défenseurs des droits humains et de civils continuent d'agir en toute impunité? Les appels diplomatiques sont-ils encore suffisants face à un agresseur qui viole systématiquement et ouvertement ses engagements? Ces questions de souveraineté militaire et territoriale trouvent un écho dans une autre bataille, celle-ci purement diplomatique, qui se joue cette fois avec le Royaume-Uni. C'est une nouvelle diplomatique majeure qui est tombée ce 29 décembre. Le gouvernement britannique a décidé d'imposer des restrictions sur les visas pour les citoyennes et citoyens de la République démocratique du Congo. Une décision qui isole un peu plus notre pays sur la scène internationale. La justification officielle du Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique, est le manque de coopération de Kinshasa sur le retour de ces migrants en situation irrégulière et de ses ressortissants condamnés au Royaume-Uni. Cette sanction fait suite à un avertissement lancé il y a un mois, en novembre, par la ministre Shabana Mahmoud. Les mesures sont concrètes et immédiates. Les services de traitement accéléré des demandes de visa sont supprimés pour tous les Congolais et les personnalités politiques ou VIP devront désormais demander un visa comme tout le monde, sans traitement de faveur. Le contexte rend cette décision encore plus amère.
L'Angola et la Namibie, qui avaient reçu le même avertissement, ont trouvé un terrain d'entente avec Londres et ont ainsi évité les sanctions. La RDC, elle, a échoué à améliorer les procédures selon les termes du communiqué britannique. La menace est claire. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, Londres pourrait aller jusqu'à un arrêt complet de la délivrance des visas. Cette situation nous interpelle directement. Pourquoi la RDC a-t-elle échoué là où l'Angola et la Namibie ont réussi à négocier un accord? Au-delà de la réponse des officiels, quelles sont les conséquences concrètes et immédiates de cette décision pour les étudiants, les entrepreneurs, les artistes et les familles congolaises qui dépendent des liens économiques, culturels et humains avec le Royaume-Uni? Des grands enjeux nationaux. Nous passons maintenant aux réalités quotidiennes de nos compatriotes, là où les décisions de Kinshasa et des capitales étrangères ont un impact direct sur la vie. Derrière les grands titres politiques et sécuritaires se cache le quotidien des Congolais. Un quotidien souvent marqué par des luttes silencieuses mais acharnées pour l'accès aux services les plus élémentaires, comme la santé ou des routes praticables, qui sont le fondement même d'une vie digne. Dans le secteur de Beni-Mbao, en territoire de Beni, la guerre contre les ADF a laissé des cicatrices profondes, non seulement sur les corps, mais aussi sur le système de santé. La situation y est devenue un calvaire silencieux. Faute de médecins, des femmes enceintes sont contraintes de parcourir près de 20 km à pied ou à moto sur des routes dégradées pour trouver de l'aide. Trop souvent, le voyage se termine en tragédie. Sipira Marie, une habitante, témoigne avec douleur. Les femmes enceintes perdent leurs enfants avant même d'accoucher suite à la distance. L'ironie tragique de cette situation se cristallise à Mujuku. Là-bas se dresse un joli hôpital construit par le gouvernement, aux standards internationaux, dans le cadre du programme PDL 145T. Mais ce bâtiment moderne reste désespérément fermé depuis plus d'1 an. L'armée a pourtant sécurisé la zone, mais le personnel soignant, traumatisé par les massacres perpétrés par les ADF dans le passé, hésite encore à revenir. Même les militaires des FARDC, déployés pour protéger la population, souffrent de ce manque criant de soins. Cela nous oblige à poser une question simple mais fondamentale. À quoi sert de construire des hôpitaux si l'État ne parvient pas à garantir la sécurité et la présence du personnel pour les faire fonctionner et sauver des vies? Cette défaillance des infrastructures sanitaires est le miroir d'une autre défaillance, celle des infrastructures qui sont les veines de notre économie et de notre société, les routes. De Lubao à Mbuji-Mayi, 2 exemples illustrent un même mal, la dégradation de nos infrastructures, qu'elles soient dues à la négligence de l'État ou à l'incivisme de certains citoyens. À Lubao, dans la province de Lomami, la société civile tire la sonnette d'alarme. La route nationale numéro 2, décrite comme la colonne vertébrale du territoire, est dans un état de délabrement si avancé qu'elle menace d'isoler complètement la région. Les conséquences sont immédiates. Les prix des denrées de base flambent, l'évacuation des malades devient un parcours du combattant et les opérateurs économiques sont asphyxiés. Face à ce qu'il qualifie d'inaction des autorités, Sylvain Ndjibou Kapenga, au nom des forces vives, réclame des actes concrets. À des centaines de kilomètres de là, à Mbuji-Mayi, le problème est différent, mais le résultat est le même. L'Office des voiries et drainages, OVD, dénonce une pratique dangereuse, l'entreposage de sable, de moellons et d'autres matériaux de construction sur les routes nouvellement asphaltées. Cette pratique gêne la circulation, expose les usagers à des risques d'accidents et accélère la dégradation de ces infrastructures chèrement acquises. Ces 2 cas révèlent un double échec, celui d'un État qui peine à entretenir les axes vitaux et celui d'une culture où le bien public n'est pas toujours préservé, entravant ainsi notre propre développement. Après ce regard sur la société, voici un tour d'horizon des autres faits marquants de l'actualité en bref. À la CAN 2025, les Léopards feront face au Botswana pour la première place du groupe. L'heure est donc à la concentration pour les Léopards.
À la veille du match décisif contre le Botswana, le sélectionneur Sébastien Desabre a tenu une conférence de presse. L'enjeu est clair. Une victoire est impérative pour viser la première place du groupe D. Conscient de la fatigue de ses joueurs après le match intense contre le Sénégal, le coach français a annoncé qu'il ferait tourner son effectif. Ce match arrive très vite, a-t-il souligné, expliquant vouloir gérer les organismes, mais aussi les cartons jaunes. On a la chance d'avoir des joueurs homogènes, tout le monde est capable de débuter en match, a-t-il assuré. Seul ombre au tableau, le forfait du défenseur Arthur Masuaku, victime d'une légère entorse à la cheville. Le sélectionneur se veut cependant rassurant, précisant qu'il devrait être de retour très bientôt. En diplomatie, l'ambassadrice américaine Lucie Tamelin fait ses adieux, effectuant sa visite au président Félix Tshisekedi ce dimanche 28 décembre à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État l'a remercié pour son investissement personnel dans le renforcement du partenariat stratégique entre nos deux pays. On se souvient que la diplomate avait récemment qualifié l'accord de Washington de partenariat gagnant-gagnant et rappelé la position américaine demandant au Rwanda de respecter ses engagements pour la paix dans la région. Naufrage à Mbandaka, 10 interpellations pour graves manquements. L'enquête sur le naufrage de la baleinière HB Mbeya Mbeya, survenue le 20 décembre, progresse. 10 personnes ont été interpellées, dont 4 marins, 4 civils et 2 policiers. L'enquête a révélé de graves manquements aux règles de sécurité. L'embarcation naviguait de nuit, ne disposait pas de gilet de sauvetage pour tous les passagers et était en surcharge. Les ministères des Transports et de la Défense ont publié un communiqué conjoint avertissant que les contrevenants seront désormais sévèrement sanctionnés. Ituri, retour au calme à Babila Babombi ce dimanche 28 décembre dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa, après des accrochages entre les FARDC et des combattants Wazalendo. Le conflit a éclaté lorsque l'armée est intervenue pour mettre fin à la perception d'une taxe illégale de 30 000 francs congolais et d'1 kilo de cacao imposée par les Wazalendo aux usagers de la route. Ces altercations avaient provoqué un mouvement de panique parmi les populations locales qui commencent à regagner leur domicile. En sport, la RDC organisera la CAN de volleyball en 2026. Une excellente nouvelle pour le sport congolais. Nous avons été officiellement désignés pays hôte de la 25e édition du Championnat d'Afrique des Nations seniors messieurs de volleyball. La compétition se déroulera à Kinshasa en septembre 2026. Le protocole d'accord a été signé ce dimanche 28 décembre à Rabat, au Maroc, entre le président de la Fédération de volleyball du Congo, FEVOCO, et la présidente de la Confédération africaine de volleyball, KVB. Nous arrivons au terme de cette édition dense de Inside News RDC. Si nous devions retenir 4 informations essentielles de cette journée, ce serait celle-ci. Premièrement, la double suspension à la tête de la communication de l'armée et de la RTNC, qui révèle une crise de la parole publique au sommet de l'État. Deuxièmement, la menace Mobondo, désormais officiellement qualifiée de rébellion par les FARDC, avec des accusations de complicité politique qui taisent lourdement. Troisièmement, dans l'Est, la reprise de la localité de Katoyi par notre armée, une victoire militaire qui contraste douloureusement avec l'assassinat d'un journaliste à Bunia. Et enfin, la décision du Royaume-Uni d'imposer des restrictions de visa aux Congolais, une sanction diplomatique aux conséquences très concrètes. La pensée qui nous vient ce soir est simple. Les mots ont un poids. Ils peuvent construire des ponts ou creuser des fossés. Dans un pays comme le nôtre, où la cohésion est si précieuse et si fragile, la responsabilité de celles et ceux qui portent la parole publique, qu'ils soient en uniforme, en costume ou derrière un micro, est immense. Chaque mot compte. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain
à la même heure pour continuer à décrypter ensemble l'actualité de notre grande et belle nation. Que le Tout-Puissant veille sur notre nation. Prenez soin de vous et des vôtres.